On l'a dit tout à l'heure, Lisa l'a bien mentionné, que les personnes judiciarisées sont souvent aux prises avec des problèmes de consommation de drogue qui font en sorte qu'elles peuvent transmettre des infections au niveau sexuel et par le sang. Alors, on s'est dit qu'il serait intéressant d'avoir des invités qui vont nous donner un portrait de cette situation-là. Alors, le comité organisateur a invité Nadia L'Espérance, qui est chercheure au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie du Centre du Québec, et Johan Courtemanche, qui a terminé une maîtrise en épidémiologie à l'Université Laval et qui poursuit ses études en statistique actuellement, et tous les deux vont nous dresser un profil de consommation de drogue et d'ITSS chez les personnes judiciarisées au Québec. Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, comme Richard l'a mentionné, Johan et moi, on va dresser le profil de consommation et d'ITSS chez les personnes judiciarisées. Donc, la présentation se divise évidemment en deux volets. Donc, moi, je vais vous présenter la consommation chez les personnes judiciarisées et je vous dirais que pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais vous présenter les grands constats qu'on retrouve dans la littérature. Donc, pour se faire une tête de qui sont ces personnes judiciarisées, quelles substances ils consomment et pour quelles raisons. Ensuite, Johan va venir présenter une étude qu'il a menée il y a quelques années concernant les ITSS chez les personnes dans des centres de détention. Donc, premier constat, il est extrêmement difficile d'établir la prévalence exacte de la consommation chez les personnes judiciarisées. D'abord parce que les études portent habituellement sur la consommation avant l'incarcération ou durant. Autre constat, la méthodologie des études qui varie énormément. Par exemple, il y a des études qui vont considérer la consommation avant l'incarcération 3 mois, 6 mois, 12 mois avant. Sinon, il y a d'autres études qui vont cibler des substances en particulier. Donc, mettre un chiffre là-dessus, c'est un exercice presque impossible. Sinon, la tendance qui se dégage et dont tout le monde est d'accord, c'est que la consommation, que ce soit l'usage, l'abus ou la dépendance, c'est plus présent chez les personnes judiciarisées que dans la population en général. Donc, si on s'intéresse à la prévalence de la consommation avant l'incarcération, on sait que c'est très élevé. Dans une étude menée au Québec en 2012, près de 100% des hommes et des femmes rapportaient avoir consommé de l'alcool et des drogues avant l'incarcération. Ça, c'est des données au Québec. Je ne vais pas dans les détails, mais mes lectures m'ont aussi amené à constater que partout ailleurs dans le monde, les prévalences sont au-delà de 80-85%. Donc, le Québec va dans le même sens. Pour ce qui est des substances les plus consommées 3 mois avant l'incarcération, les substances les plus populaires, si on peut dire comme ça, c'est le cannabis, la cocaïne, les benzodiazépines, les hallucinogènes et l'héroïne. Ce qui est aussi constaté, c'est qu'au-delà de la consommation avant l'incarcération, c'est qu'il y a une proportion importante de détenus qui maintiennent cette consommation-là après 3 mois d'incarcération. On arrive à des constats de 86% des hommes et 69% des femmes. Et puis, quand on s'intéresse aux critères de dépendance, selon les études, là, on se rend jusqu'à 48% des hommes et jusqu'à 65% des femmes qui rencontreraient les critères de dépendance. Dans une étude plus récente menée spécifiquement chez les femmes, on pouvait établir qu'on avait 51% des femmes qui répondaient aux critères d'abus et de dépendance aux drogues illicites, 33% à l'alcool et 35% aux opiacés. Quant aux consommations, quant aux substances consommées durant l'incarcération, c'est autant pour les hommes que pour les femmes, les différentes drogues, les drogues illicites suivies de l'alcool. Quand on s'intéresse plus spécifiquement aux utilisateurs de drogues injectables, encore là, les études présentent une grande variabilité au niveau des prévalences. Il y a des études qui parlent de 0 à 28% des détenus qui pourraient faire usage de drogues injectables. Au Québec, résultat tiré de mon collègue Johan qui va prendre la parole tout à l'heure, les chiffres sont pour l'utilisation avant l'incarcération de 5,8% pour les hommes et 12,6% pour les femmes. Et ça chute
en bas de 1 %, autant pour les hommes que pour les femmes, durant l'incarcération. Et le type de drogue le plus injecté, c'est la cocaïne, et de loin. Quand on s'intéresse aux raisons qui amènent les gens à consommer durant l'incarcération, il y a plusieurs raisons qui sont répertoriées dans la littérature. D'abord, comme vous venez de le constater, la consommation fait partie de la vie de plusieurs de ces détenus-là, et ce, depuis longtemps avant l'incarcération. Puis l'autre chose, c'est qu'on regroupe dans un même espace plusieurs trafiquants. Donc, ensemble, ils peuvent certainement arriver à contourner le système pour obtenir des substances. Il y a aussi d'autres raisons, comme par exemple fuir la réalité qui est assez difficile en détention. Les multiples occasions qui peuvent se présenter aux détenus. Parce qu'il faut savoir qu'en détention, c'est une micro-société, il y a un mode de fonctionnement, une dynamique, donc les gens peuvent être exposés à des situations qui peuvent les amener à consommer. Puis, il y aurait aussi la tolérance du personnel face à certaines substances. Par exemple, les substances qui favorisent la relaxation chez les détenus pourraient être mieux tolérées que des stimulants, par exemple. Il y a aussi des facteurs de risque qui peuvent nous donner un son de cloche sur le risque associé à la consommation durant l'incarcération. Par exemple, l'utilisation de drogue avant l'incarcération ou avoir des antécédents de consommation à vie rend la personne vulnérable. Donc, dans un contexte de stress, ça peut être assez facile de retourner dans ses anciens patterns pour gérer ce stress-là. Il y a aussi le niveau de sécurité, c'est-à-dire que le risque d'utiliser des substances psychoactives est plus élevé chez les détenus gardés dans les établissements à sécurité maximale. L'hypothèse qui est faite ici, c'est que dans ces établissements-là, les gens ils ont déjà peu ou pas de privilèges. Donc, qu'ils se fassent prendre à consommer, ça n'aura pas beaucoup de conséquences puisqu'ils n'ont pas grand-chose à perdre. Il y a aussi la durée de la sentence. Donc, les détenus qui ont une sentence plus courte seraient plus à risque de consommer durant l'incarcération parce que, comme ils ne seront pas là si longtemps que ça, ils ne voient pas nécessairement la pertinence d'amorcer une réflexion de changement. Quoi qu'il en soit, pendant l'incarcération, il y a un changement de comportement de consommation. D'abord, les gens peuvent choisir de consommer une substance qui est plus compatible avec le milieu. Comme je disais tout à l'heure, les substances relaxantes, ça peut permettre aux personnes de mieux gérer le temps désagréable dans ce milieu-là, plutôt que de prendre des stimulants et d'être très, très à l'affût de tous les éléments. Puis aussi la logistique nécessaire pour s'en procurer. Une personne qui choisit de s'injecter, il faut quand même qu'il trouve des seringues. Donc, quand c'est difficile de trouver ce qu'il faut, ils peuvent s'orienter vers autre chose. Donc, ce qui est aussi remarqué en suite logique à tout ça, c'est qu'il y a une diminution qui peut être observée. Donc, les gens peuvent faire le choix de diminuer ou le prix des substances peut amener la personne à choisir de réduire ou d'arrêter. Donc, s'il y avait que quelques petits éléments à retenir de tout ce que je viens de dire, c'est que l'usage de drogue et la dépendance touchent la majorité des personnes judiciarisées, que ces comportements-là peuvent être associés à des risques pour la santé, en particulier tout ce qui touche l'utilisation des drogues injectables, et que les personnes judiciarisées adoptent aussi des comportements sexuels à risque, et que moi, je n'ai pas abordé ça, mais que mon collègue Johan va aborder un petit peu plus en détail dans sa présentation. Bonjour tout le monde. C'est comme ils ont mentionné, moi, cette étude-là, c'était mon projet de recherche de maîtrise à l'Université Laval en épidémiologie. Puis nous, notre étude partait sur la prévalence du VIH et de l'hépatite C, mais en étudiant les facteurs de risque, on a recueilli des informations sur la consommation de drogue. Fait que c'est un peu par la bande qu'on vient chercher le sujet principal d'aujourd'hui. Donc, comme ça dit dans le titre, nous, c'est dans les établissements provinciaux du Québec. Donc, ce n'est pas les pénitenciers fédéraux, c'est vraiment les prisons provinciales québécoises. Pour vous donner un peu une idée, nous, dans le fond, le but au départ, c'était de se comparer à une étude qui avait été faite en 2003 pour voir un peu comment est-ce que les choses ont changé dans les 10 dernières années, parce que souvent, ce qui a été remarqué, c'est dans le milieu carcéral, il y a juste une étude qui est faite, puis on n'a pas de point de comparaison avant ou après pour dire est-ce que ça a changé, est-ce que ça s'améliore ou est-ce que
c'est pire parce qu'admettons, ils ont fait une étude en Ontario, ils ont fait une étude en Colombie-Britannique, mais jamais de comparaison. Donc, nous, c'est un peu ça qu'on voulait faire. Donc, on a repris les mêmes conditions que la première fois. Donc, on avait des centres de détention urbains et ruraux pour essayer d'avoir un peu un portrait global. On a fait aussi les centres pour hommes et pour femmes parce qu'on voulait quand même avoir, même s'il y a beaucoup moins de femmes incarcérées, quand même essayer de voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Aussi, on voulait avoir une certaine population autochtone, donc on a choisi des centres de détention qui étaient reconnus comme ayant une plus grande proportion. Puis vous pouvez voir sur la carte ceux qu'on a choisis. À Québec et Montréal, on a fait ceux pour hommes et pour femmes. Comment ça fonctionnait quand on arrivait dans le centre de détention? C'est qu'on offrait la participation à tous les détenus qui étaient présents dans la section où on allait cette journée-là. Puis si c'était une grosse section de la prison, on retournait plusieurs jours pour essayer de passer tout le monde. La seule exclusion, c'est si le détenu posait un danger pour l'équipe de recherche. Donc, les résultats, dans le fond, je vous présente un peu les caractéristiques générales des participants pour vous donner une idée un peu puis dire est-ce que c'est représentatif des gens avec qui vous avez des contacts. Donc, oui, puis en passant, les flèches, entre parenthèses, c'est pour dire si les données que je vous présente, c'est celles les plus récentes de 2014-2015, puis les flèches, ça dit est-ce que ça a augmenté ou diminué par rapport à 2003. Donc, l'âge moyen était de 37 ans, mais il est un petit peu plus élevé que la dernière fois. Pour la communauté culturelle, bien, ça, c'est pas surprenant. Le 3/4 étaient des Canadiens français. Il y a eu une légère augmentation des hommes et des femmes autochtones, mais ça reste quand même des petites proportions. Ils sont surreprésentés, mais ça reste quand même une minorité des gens incarcérés. Au niveau de la judiciarisation, c'est sûr que nous, on les prend quand ils sont en détention, mais c'est pas comme si c'était en majorité, c'est pas leur seule incarcération, c'est des gens qui sont vraiment impliqués. Donc, il y en avait environ 40% qui étaient incarcérés pour un crime relié à de la drogue. Ça aussi, c'est en augmentation par rapport à il y a 10 ans. Il y avait entre le quart et le tiers qui étaient en détention préventive, donc qui attendaient leur procès. Il y a une petite différence au niveau des femmes, mais c'est pas quelque chose de gros. Le nombre moyen d'incarcération, comme vous pouvez voir, c'est 7 pour les hommes, 4 pour les femmes. Ça, c'est des incarcérations au provincial ou au fédéral. Donc, on voit que ces gens-là, ils vont souvent en détention, ils ressortent, ils retournent, ils ressortent. Donc, ça donne un peu... Nous, ça nous laisse croire que nos résultats sont quand même applicables aux gens dans la communauté parce qu'on les a pris à un moment quand ils étaient incarcérés, mais c'est assez volatile. Aussi, on voit que le temps de passer en détention à vie, les gens ont été souvent incarcérés pour quand même des longues périodes de temps. Donc, c'est sûr que dans leur parcours, les comportements qui se passent en détention sont quand même importants. Maintenant, au niveau des antécédents de santé, nous, c'est sûr, notre étude était plus sur l'hépatite C, VIH. On leur a demandé si c'était déjà fait dépister avant puis quel genre de soins de santé il y avait. Donc, on a vu qu'encore là, entre le quart et la moitié des gens qui n'ont jamais eu de test de dépistage pour le VIH ou l'hépatite C quand on les a rencontrés. Donc ça, c'est sûr que, surtout pour des gens qui souvent consomment de la drogue ou qui ont des comportements à risque, c'est très faible. En moyenne, ceux qui s'étaient fait tester, ça faisait plus de 3 ans depuis leur dernier test de dépistage. Donc ça, c'est sûr qu'il faudrait encourager que ça soit plus régulier que ça, parce que, mettons, au moins une fois par année, mais même beaucoup plus si les gens ont des comportements à risque présentement. Aussi, nous, dans notre étude, on prenait un échantillon de salive pour faire un test de dépistage nous-mêmes pour pouvoir faire des liens entre les comportements à risque et les infections. Puis on a vu qu'il y avait à peu près le tiers des gens qui étaient infectés par le VIH qui ne connaissaient pas leur statut, qui ne savaient pas qu'ils étaient infectés, puis environ 12% pour l'hépatite C. Donc ça, c'est sûr que c'est un problème parce qu'il y a plusieurs études qui ont montré que les gens qui sont pas au courant de leur statut, c'est eux qui transmettent le plus les infections. Donc, c'est sûr que d'avoir des meilleurs taux de dépistage puis des dépistages plus fréquents, ça aiderait à diminuer ces proportions-là. Maintenant, ce qui est plus intéressant pour vous, les comportements à risque, on a demandé aux gens leurs comportements à risque dans la communauté et en détention parce que c'est sûr que ça change beaucoup. Donc, nous, c'est sûr qu'on s'intéressait plus aux consommations de drogue puis aux comportements à risque qui avaient un lien avec les infections pour le VIH, l'hépatite C. Donc, c'est sûr que les drogues comme le cannabis, on n'a pas de résultats là-dessus. Mais pour les drogues par injection à vie, on voit qu'il y a à peu près un homme sur 5 puis une femme sur 3 qui a déjà consommé de la drogue. Puis ça, c'est en diminution par rapport à il y a 10 ans. Mais par contre, il y a quand même presque la moitié des gens qui ont dit déjà avoir partagé leur matériel d'injection.
Puis ça, c'est stable depuis les 10 dernières années. Donc, il y a moins de gens qui consomment, mais ceux qui consomment partagent encore leur matériel d'injection. On a aussi demandé la consommation par injection dans les 6 mois avant l'incarcération. Donc là, on voit que ça baisse quand même de beaucoup. 6 % des hommes, 13 % des femmes. Donc, ça nous laisse croire qu'il y a plusieurs personnes qui consommaient par injection plus dans le passé, mais dans les derniers mois, c'est moins quelque chose qui les concerne. Mais ça, c'est sûr aussi, ça a un lien avec la disponibilité des types de drogues. Donc ça, c'est pas nécessairement que ces gens-là consomment moins, c'est juste peut-être qu'ils consomment différemment que par injection. Aussi, pour ce qui est de la consommation de sniffer de la cocaïne, héroïne ou fumer du crack, ça, on voit que c'est très élevé, 80 % pour les hommes et les femmes. Et le 3/4 des gens partagent leur matériel de sniffage ou de fumage. Aussi, on a questionné les gens sur les comportements sexuels. Donc, on voit qu'il y a à peu près 7 % des hommes qui avaient des relations sexuelles avec d'autres hommes. Les relations sexuelles avec les utilisateurs de drogues injectables, ça, c'était à peu près un homme sur 5, une femme sur 3. Puis ces deux-là, c'était en baisse par rapport à il y a 10 ans. Donc, ça aussi, bien, on voit que ça reflète un peu ce que je vous ai dit avant, c'est qu'il y a moins de gens qui consomment des drogues par injection. Donc, on s'attend aussi qu'il y ait moins de gens qui aient des relations sexuelles avec ces gens-là. Le travail du sexe, c'est environ 3 % des hommes et 30 % des femmes. Donc là, on voit que le profil des hommes incarcérés et des femmes incarcérées est vraiment différent. C'était assez frappant. Mais ça aussi, c'est en diminution pour les femmes comparativement à il y a 10 ans. Maintenant, les comportements à risque en détention. On voit que les drogues par injection sont vraiment moins... L'utilisation de drogues injectables est vraiment moins fréquente en détention, ce qui est normal. Donc, on est à 2,2 % pour les hommes puis 1,2 % pour les femmes, qui est une petite diminution. Mais comme on voit avec la consommation à l'extérieur de prison, le partage de matériel est encore là très élevé. On a demandé aussi pour l'incarcération dans ce moment, est-ce qu'il y avait consommé de la drogue par injection? Là, on voit que c'est beaucoup plus faible, en bas de 1 %, mais ça peut être quand même assez élevé si on considère qu'on est dans un milieu contrôlé. Et ça représente à peu près 12 personnes en détention en tout temps au Québec qui consomment de la drogue par injection à tous les jours. Parce que c'est sûr, ça fluctue, les gens rentrent, les gens sortent, mais en moyenne, ça ferait à peu près 12 %, qui est quand même pas négligeable. Pour la consommation de cocaïne, héroïne sniffée ou du crack fumé, ça aussi, c'est plus faible qu'à l'extérieur, mais c'est quand même beaucoup plus élevé que pour les drogues par injection. On a à peu près le quart des hommes et un peu moins de femmes. Encore là, le partage de matériel est quand même très élevé. Puis c'est sûr qu'en détention, on s'attend à ce que le partage de matériel soit élevé parce qu'il n'y a pas les programmes d'échange et de réduction des méfaits qu'il y a dans la communauté. Puis aussi, la consommation présentement est plus faible comme les drogues par injection, mais ça reste quand même élevé. Il y a à peu près 10 % des détenus qui consomment. Maintenant, pour les relations sexuelles en détention, on voit que c'est beaucoup plus faible. C'est assez marginal quand même, peut-être un peu contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Maintenant, les prévalences du VIH puis de l'hépatite C. Donc, on voit le VIH, les hommes, c'est à peu près 2 %, les femmes, autour de 1 %. C'est plus bas que les autres années. Mais par contre, la diminution de la prévalence, c'est seulement parce qu'il y a moins de gens des utilisateurs de drogues injectables en prison. Donc, vu que la proportion d'utilisateurs de drogues injectables diminue, la proportion de VIH diminue, mais en nombre absolu, il y a le même nombre de personnes qui sont infectées en ce moment qu'il y a 10 ans dans les prisons. C'est juste que la population carcérale a tellement augmenté que ça vient un peu... ça compense la diminution de la prévalence puis l'augmentation de la population viennent s'annuler en fin de compte. Fait que le nombre de personnes qui ont besoin de services reste le même. Aussi, on a analysé les facteurs de risque. Ça, c'est sûr, ça ne sera pas de surprise pour personne ici. L'utilisation de drogues injectables, le partage de matériel d'injection et le nombre d'incarcérations étaient associés avec l'infection au VIH. Et chez les utilisateurs de drogues injectables, le fait d'avoir des relations sexuelles avec d'autres utilisateurs de drogues injectables, c'est un facteur de risque. Pour l'hépatite C, on voit que l'hépatite C, c'est plus élevé, mais ça, c'est une technicalité, mais ce n'est pas des infections présentes de l'hépatite C, ils ont déjà été infectés par l'hépatite C. Là, on voit aussi que c'est beaucoup plus élevé chez les utilisateurs de drogues injectables parce qu'en fait, c'est à peu près juste chez les utilisateurs de drogues injectables qu'il y a des infections. Les facteurs de risque, c'est les facteurs de risque assez communs, l'âge, le sexe, les femmes sont plus à risque, le nombre d'incarcérations, puis aussi chez les personnes incarcérées mais qui n'ont jamais consommé de drogue par injection, le tatouage en prison est ressorti comme un facteur de risque. Et souvent, les gens vont se dire « Ah, c'est pas un vrai facteur de risque », mais nous, on a trouvé une association avec ça, donc ça serait important. On la trouve juste chez les non-UDI parce que les utilisateurs de drogue injectables, leur risque est tellement grand qu'on n'est pas capable de voir cette association-là, mais on suppose qu'elle serait là aussi.
pour l'hépatite C, l'utilisation de drogues injectables juste avant l'incarcération était associée avec l'infection aussi. Donc, nous, nos pistes d'intervention, ça, je ne vous surprendrai pas avec ça, je pense que tout le monde est au courant ici, c'est faciliter l'accès aux mesures de prévention en détention, parce que c'est sûr que ce serait dommage que quelqu'un, les organismes communautaires font tellement de travail pour la réduction des méfaits, que quelqu'un en détention abandonne ces bonnes habitudes-là, ce serait un peu dommage, parce que le travail serait tout perdu d'avant. Faciliter l'accès aux traitements en détention, parce que ça aussi, il y a du travail qui est fait pour mettre les gens sur des traitements, que ça puisse continuer. L'accès au dépistage en détention, parce que comme on a vu tantôt, ça fait beaucoup trop longtemps que les gens se sont fait dépister, puis il n'y en a pas assez qui se sont fait dépister. Et aussi la transition entre le milieu carcéral et le milieu communautaire, c'est important, parce que souvent les gens, s'ils ils perdent leur repère, ils perdent leur personne ressource, mais là, ça va être plus dur d'essayer de retrouver le lien de confiance qu'il y avait avant-après. Donc, s'assurer que les gens ne soient pas laissés à eux-mêmes, surtout quand ils vont sortir de détention, d'assurer que ce soit une meilleure cohésion entre les services. Donc, c'est ça les remerciements, finalement. Remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux, puis M. Cloutier, qui ont parti notre étude, la Faculté de médecine, le Centre de recherche, puis le Réseau de recherche en santé des populations, qui ont financé des parties de notre étude. Merci beaucoup, Nadia et Johan, de nous avoir présenté ce portrait-là. J'aurais envie de vous demander, êtes-vous surprise par ces chiffres-là?